ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Christophe Oswirth. Bonjour. Merci Chris de venir nous revoir. Je t'en prie, plaisir. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux épisodes qu'on a déjà tournés avec Christophe, c'est l'ancien directeur de la recherche de l'INSEP, mais aussi chez Mouratoglou, la Mouratoglou Academy, notamment, c'est juste pour vous faire un petit panorama de très haut niveau. Il a, en tant que chercheur, publié plus de 100 articles internationaux, 107 je crois. Oui, depuis la semaine dernière. Vous tapez PubMed, Christophe Oswirth, vous avez de quoi lire un petit peu. Et c'est une référence mondiale quand même sur la thématique du froid dans le sport. Et du coup, on a de la chance de l'avoir. On va parler donc de froid, de performance et de récupération. Vaste programme. Vaste programme. Alors, dans un épisode précédent, on a parlé de l'acclimatation à la chaleur. C'est une première grande voie d'optimisation de la performance à très court terme, presque instantané. On a vu plusieurs protocoles. Le froid dans l'instant va aussi apporter des solutions hyper efficaces sur la gestion de la perf et sur la récupération. Oui, surtout si on remet le froid dans le contexte de la chaleur, il y a effectivement des effets tout de suite et quasi immédiats, tout un tas de protocoles qui sont proposés. Et dans les premiers finalement qui sont proposés, c'était l'immersion en eau froide. Voilà. Donc l'immersion en eau froide et de voir derrière si on pouvait performer en chaleur. Alors beaucoup ont été faits dans le domaine des sports collectifs ou des simulations de sports collectifs en chaleur. Avec des efforts répétés, très anaérobies sous forme de sprint et puis une récupération active, puis après des blocs de récupération entre chaque fraction. Et là, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un intérêt majeur à pouvoir refroidir l'ensemble du corps. Et puis on s'est aussi aperçu que dans ces études, quand on refroidit que le bas, on pouvait avoir des effets qui étaient quelquefois un peu délétères sur la performance en sprint. Donc on était un petit peu, et même si ces sprints sont réalisés en chaleur. Donc ça, c'était les premières études. Après sont arrivées, elles ont continué avec notamment Rob Dufil dans les années 2010-2011, où là il y a pas mal de données scientifiques sur le domaine, mais de données de terrain, parce que c'est celles qui nous intéressent, parlons franchement. Et ensuite sont apparues ce qu'on a appelé les fameuses ice jackets, donc les vestes de froid. Donc les premières études, c'est l'un de mes collègues et amis avec qui j'ai vécu en Australie, qui s'appelle David Bishop. On a partagé notre bureau pendant presque un an ensemble. Il y a quelques publications aussi. Oui. Et David a commencé à travailler justement sur la première veste australienne, qu'on appelait l'Arctic Heat, qu'on a vite appelé Mr Freeze entre nous, voilà, qui n'était pas la plus performante et qui proposait des contraintes très très techniques, puisqu'il fallait congeler la veste carrément. Ouais, donc voilà. Et puis on la voit encore beaucoup en sport auto, cette veste. Il y a on la voit après. Moi, en 2008, dégoulinant au bout d'une heure et demie. C'est ça d'une part, et en 2008, j'ai fait un petit article là-dessus en Nouvelle-Zélande que j'ai appelé le pressure cooker effect, c'est-à-dire l'effet cocotte minute, en disant que quand on envoie trop de froid d'un seul coup sur le corps, même si on a pas mal de thermorécepteurs, s'ils sont bien ciblés, et notamment là il y en avait quand même pas mal, on envoie finalement un faux message à notre chef d'orchestre, qui est l'hypothalamus, chef d'orchestre de la thermorégulation, et sans parler de l'hypophyse qui envoie des commandes qui sont erronées. Donc on lui fait croire tout simplement là-haut qu'il y a énormément de froid qui arrive, donc en gros on envoie des indications en disant arrêtons de suer, c'est à peu près ça le message qui passe, quoi. Donc c'est une vraie catastrophe finalement, ça peut être une catastrophe et on peut avoir des coups de chaleur quand on met trop de froid sur nous, quoi. Donc il y a cette modulation à avoir, encore une fois ça reste un outil de régulation thermique pour le coup, qui comme on l'a vu dans un premier podcast sur la chaleur,
va nous permettre tout simplement d'emmagasiner du froid pour mieux suer derrière et faciliter ces échanges thermiques. C'est le but, si on est capable d'extraire cette chaleur du corps, de l'intérieur de notre corps, qui plus est à l'effort. Et je vous rappelle qu'on est à peu près à un rendement de l'ordre de 25%. Chaque contraction sur les fibres isolées, on a 75% de production de chaleur. Donc si on est à l'exercice, qu'on produit 75% de chaleur et qu'il fait chaud, voilà un peu les dégâts qu'on peut proposer à l'organisme. Donc effectivement, ces vestes de froid ont été assez salvatrices pour montrer que, on appelait ça le pré-cooling, pouvoir réfrigérer un petit peu, refroidir le corps au préalable d'un effort réalisé en ambiance chaude, pouvait être une stratégie intéressante pour pallier quelquefois un manque d'acclimatation à la chaleur. Donc c'est un pré-cooling, c'est pas un pré-freezing. Pré-cooling, exactement. On ne va pas refroidir tous azimuts. Non, et on ne va pas dans un caisson de cryo corps entier nous-mêmes. Hein. Ouais. C'est vraiment du froid qu'on applique sur nous à différentes températures. Moi, ce que je regrette un peu... Et plutôt au niveau central, c'est-à-dire que... Ouais, il ne faut pas se le cacher, on a des organes vitaux à préserver. Donc voilà, on sait à peu près les zones thermorégulatrices, là où on sue davantage. Les hommes, on sue pas mal quand même au niveau du bas du dos, là où le système pileux est un peu plus développé. Et puis restons proches finalement de nos organes vitaux à refroidir pour pouvoir faire passer les bons messages. Le pré-cooling étant un doux compromis entre quelque chose de perceptuel, on dit que c'est à peu près 30%, qui nous vient à peu près du niveau cortical, au niveau du cerveau, et puis 70% qui est vraiment les améliorations de type physiologique. Donc on a vraiment, encore une fois, une part perceptuelle dans ce cooling. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut être très confortable avec ça, et c'est pour ça qu'il est hors de question, quand on l'a mis en place avec plusieurs fédérations, il est hors de question de le tester uniquement le jour ou la veille d'une compétition, quoi. Ça se teste déjà à l'entraînement, dans les conditions qu'on va expérimenter, même s'il fait que 27 degrés. On a eu la chance de faire ça avec l'équipe de France de football, notamment en 2012. Je vous rappelle que c'était en Ukraine et en Pologne, les championnats d'Europe. Qu'on a eu et on espérait entre guillemets 38 degrés, 90% d'humidité. Quelquefois à Varsovie on avait 100% d'humidité et 38 degrés. Donc si on n'est pas acclimaté à la chaleur et si on n'a pas testé au préalable ces vestes de froid, et je me rappelle que la première fois que je suis arrivé avec ces vestes à Clairefontaine, au mois de mai il y avait 27 degrés, donc un miracle. Comme quoi on a pu tester dans des conditions très écologiques sur le terrain pour les joueurs de foot, quoi. Et du coup, voilà, on part là-bas et on se dit, on a déjà testé un petit peu l'ensemble de ces outils qui vont nous permettre de vraiment garder un confort qui est inévitable, quoi. Ce confort thermique est essentiel pour performer derrière, quoi. Donc on est là-dessus et avec un gros regret, je regardais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Mon regret, c'est de se dire que je n'ai pas pu recenser précisément, alors je vais sans doute faire une petite approximation, si tu le permets. Je pense qu'on est à peu près à moins de 80%, ou aux alentours de 80%, des études qui ont fait que du pré-cooling sans échauffement. C'est-à-dire qu'on oublie aussi que ce qu'on préconise sur le terrain, c'est de faire un pré-cooling en passif, d'accord, et puis de faire un pré-cooling pendant l'échauffement. Donc du coup, on a à peine 20% d'études qui s'intéressent à ça. Et l'impact direct derrière sur la performance. Donc déjà, si vous êtes intéressé pour essayer de refroidir un peu le corps, trouvez déjà aussi des systèmes qui permettent, si c'est un système qu'on dit externe, comme une veste par exemple, ou quelque chose qu'on met sur le cou, qu'on appelle le neck cooling. Avec lequel tu as de très bons résultats aussi. On a de très très bons résultats. Ça, c'est assez incroyable aussi, hein. Donc il y a de belles études là-dessus où on met soit un neck cooling, je vais l'appeler comme ça parce que en français c'est un peu, c'est pas terrible. Minerve de froid. Minerve de froid, c'est moins sexy. Ça pendant toute la durée d'un effort d'1 heure. Ou alors on appelle ça aussi le replace neck cooling où on va le remettre quasiment toutes les 20 minutes. On a des bons résultats aussi, mais pas aussi performants. Et on s'aperçoit qu'on peut augmenter la performance de l'ordre de 8%, 7,8% sur un effort de course à pied d'1 heure. Donc rien qu'en laissant une sorte de minerve de froid sur le cou, quoi. Intéressant. Donc ouais, intéressant. Et ce qui confère aussi sur le terrain, il se passe quoi? On appelle ça les ice towels, c'est-à-dire les serviettes de froid ou des fois trempées dans de l'eau glacée qu'on met autour du cou, qui procurent tout de suite un bien-être. Et pour le coup, voilà, ça peut marcher. Mais malheureusement, c'est souvent réalisé en post-cooling, après l'effort pour éviter un gros coup de chaleur ou bien récupérer de cette augmentation de température interne.
Donc voilà un Hors petit peu. dommage, on a quand même déjà des gains à utiliser. Rien que ça pendant l'effort. Et puis, et puis de l'autre côté, on a, en plus de ces vestes, on a ce qu'on appelle le refroidissement interne. Et là, ça marche très très bien. Sans doute les plus aguerris dans le monde de la chaleur et du refroidissement interne, ce sont bien sûr les Australiens qui ont énormément publié, qui continuent. À l'AIS, ça a été les premiers à travailler dessus. On appelle ça les slushies ou les high slurries. Et c'est tout simplement le granita des fêtes foraines, que tu connais bien. Je ne parle pas des fêtes foraines, mais du granita. À partir de là, on est sur des boissons glacées. C'est de la glace pilée, qui est très agréable. On connaît tous ça. Très facile à mettre en place. Et on n'est pas obligé d'avoir un énorme appareil à faire de la granita. Et surtout, on trouve des espèces de mixeurs à granita. Moi, j'en ai acheté à 50 balles sur Amazon. Exactement. Que j'utilise dans le camion en sport auto. Et il y en a même maintenant des encore plus simples qui coûtent 10 € et qu'on peut mettre directement dans le fridge. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et ça a cet avantage aussi, c'est de pouvoir proposer dedans un petit apport énergétique au préalable. Donc généralement on fait ça à peu près pendant 20 minutes, une demi-heure. Et puis on est à peu près sur 1,25 ml par kilo de poids de corps. Donc mettez 80 grammes si vous pesez 70 kg. Et à partir de là, vous prenez ça quasiment toutes les 5 minutes en fonction des protocoles. Et vous trouvez ça sur Internet sans problème, sur PubMed. Et là, on est sur des vrais bénéfices. Et il y a une étude qui a été intéressante là-dessus. Elle a combiné ça à la veste de froid. Et repris dans une méta-analyse en 2012 de Melissa Wegman, et qui dit tout simplement que c'est la meilleure stratégie de refroidissement pré-cooling du corps. C'est ce qu'on appelle le refroidissement interne et externe, par une veste de froid d'une part, et d'autre part par des granitas. Une combinaison une combinaison des deux, exactement. Ouais. Et là, on a une belle précharge de froid qui permet d'excréter sans doute un maximum de chaleur pour être très performant derrière. Et là, on a des belles performances. C'est marrant parce que c'est très peu utilisé au final sur le terrain aujourd'hui, alors que ça commence à dater un petit peu. Ouais. Je te revois emménager dans tes nouveaux bureaux à l'INSEP avec ta veste de froid il y a 2007. J'allais dire plus de 10 ans, donc c'est un truc comme ça. Tu t'étais mis en mode déménageur, et donc on peut même imaginer des transferts évidents vers tout un tas de professions qui sont exposées à la chaleur. Ça, c'est évident. On peut sortir largement du sport, et on en parlera dans les limites techniques. On constate quand même peu de gens. On ne voit pas beaucoup de joueurs ou de joueuses de tennis en Australie mettre des vestes de pré-cooling. Moi, dans les paddocks de F1 ou d'endurance, je vois quelques vestes, c'est ce que je disais. En plus, elles sont peut-être assez obsolètes. Ouais. Je sais que Nike a sorti récemment, d'ailleurs, je sais que Dimitrov l'essayait récemment, une veste. Alors, c'est sûr qu'elle est assez jolie, elle est assez cool. Une veste avec Cool pour une veste de froid, c'est bien. Ouais, où on remplissait des espèces de petits camelbags qu'on mettait un petit peu partout dedans. Donc, on imagine ça assez moins pertinent que ce dont on parle comme technologie, qui est un gel qui garde un petit peu plus le froid, on a énormément travaillé dessus pour trouver... Qui optimise le message thermique aussi au corps, on en a parlé. Mais malgré tout ça, on voit peu de choses quand même. C'est quand même fou, parce que c'est une veste qui coûte que dalle. C'est un investissement de quoi, 400 balles, je crois. Oui, dans ces eaux-là. C'est rien du tout. On peut garder longtemps, bien sûr. Et puis oui, c'est incroyable. Non, ce qui est étonnant, c'est que même ici, en règle générale, on parlait des travailleurs ou autres, mais indépendamment du sport, dès qu'on parle de chaleur, on va donner 2-3 indications. En gros, restez chez vous et buvez abondamment et régulièrement. Mais je pense qu'on peut maintenir justement une activité, peut-être pas un exercice physique, mais pour les gens maintenir une certaine activité. Rappelons encore nos 10 000 pas par jour qui restent incontournables. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on doit rien faire, je pense. Mais on a des stratégies, à la fois pour s'acclimater si on a le temps, ou alors pour essayer d'essayer de vaincre un peu cette chaleur. De contenir, bien évidemment. De je pense pas qu'il faut s'arrêter de vivre parce qu'il fait chaud. Bien évidemment, ça dépend aussi du niveau d'aptitude des personnes et de pas mal de choses. Mais en tout cas, je trouve qu'on devrait donner plus d'indications là-dessus, sur notamment les boissons glacées, les vestes de froid, comment
comment justement intéresser le corps à excréter davantage de sueur, quoi. De manière même très pragmatique, très simple, je constate que beaucoup de sportifs et beaucoup de coachs sous-estiment l'impact de la chaleur sur la performance, des grandes chaleurs. Et c'est pas rare, par exemple, qu'on voit, alors sans aller jusqu'à porter des vestes, qu'on voit des sportifs discuter en plein cagnard 1 heure avant leur performance, ou même répondre aux médias en plein cagnard, ou simplement rester, ne pas sauver chaque seconde qui passe de cette chaleur-là, en utilisant tous les espaces qui sont climatisés, qui sont quand même très très larges. On l'a beaucoup vu à Doha, hein. Ouais. Notamment sur l'exemple extrême, voilà, absolument. Donc, c'est assez incroyable. Donc, se cacher de la chaleur, en fait, c'est la stratégie, elle est très simple au final. Oui, elle est très simple. Maintenir un bon état hydrique, voilà, ne pas accumuler de chaleur parce que sinon on va commencer aussi à transpirer énormément. Et le paradoxe de ça, c'est de se dire que quand là il y a un championnat du monde au mois d'octobre d'athlétisme à Doha, ne pas croire que parce qu'on s'est entraîné beaucoup au mois de septembre en chaleur, qu'on est encore acclimaté. 3 jours, on perd quasiment plus de 50% des bénéfices de l'acclimatation. Très, très rapide. C'est très, très rapide. Autant, on l'a déjà évoqué, on va pouvoir s'acclimater très vite, mais on se désacclimate très, très encore vite. Plus vite. Ouais. Donc, d'où l'importance de pouvoir emmener ces stratégies de froid sur des compétitions internationales. Alors, quelques limites aujourd'hui quand même. Moi, pour l'utiliser sur le terrain, sur tes conseils d'ailleurs, merci de tes lumières comme toujours. Ça fait des années du coup que j'utilise avec mes pilotes, et notamment Norman Nato, une veste et effectivement la stratégie de Granita. Donc, on est probablement le sport dans les meilleures conditions pour exploiter et utiliser ces technologies-là, puisqu'on a des frigos et des congélos à proximité du circuit, à proximité des zones d'entraînement, à proximité des zones de pratique. On a un catering avec des grands frigos et des grands congélos. On a de la dry ice jusqu'au bord de la voiture. Seule limite, c'est que ce n'est pas unifugé et validé par la FIA, donc on ne peut pas l'utiliser dans la voiture ou même à proximité une fois qu'il est en combi. Mais bon, on retarde au maximum l'échéance de la chaleur. Mais c'est clairement pas le cas dans tous les sports, quoi. Plein de sports, on est très très loin outdoor, on est très très loin de la première prise électrique pour garder. Et donc là, les pains de glace, ils ont même le gel le plus haut de gamme et le mieux pensé. Perd un peu en efficacité. On est quoi, 1 heure devant nous avant que ce soit fini, quoi. Oui, si on arrive à remettre de la glace avec pour maintenir au frais ce qui a été congelé, on peut avoir 2 bonnes heures. Alors 2 bonnes heures pour maintenir quasiment 100% d'efficacité, quoi. Donc on l'a vu notamment, je me rappelle, aux Jeux Olympiques de Pékin, où notamment le kayak lançait les vestes sur le plan d'eau juste avant l'épreuve. Donc on était quasiment de 1 minute avant le départ de l'épreuve. Donc on maintenait ce pré-cooling jusqu'à la dernière seconde. Exactement, ouais. Et c'est les bateaux de sécu qui allaient chercher les vestes. Donc ça, c'était plutôt sympa aussi, quoi. Mais oui, c'est clair qu'on a... Ça reste un dispositif qui est contraint. Et le plus dur, c'est peut-être même de congeler ces ice packs. Bien sûr. Le préserver dans une glacière en mettant un peu de glace dedans, c'est pas le plus dur. Il faut le transporter. Mais en revanche, déjà les congeler entre les hôtels, etc. Donc quand on est dans des compétitions internationales, ça peut être un petit peu compliqué. Mais après, le jeu en vaut la chandelle, sincèrement. Surtout quand on n'a pas été à même de pouvoir s'acclimater avant. Moi, je me rappelle d'épreuves de Coupe du Monde qui avaient lieu à Acapulco en pentathlon moderne en plein mois de février. C'est 38 degrés, 90% d'humidité. Et je me rappelle même de cette épreuve, puisque nos Français étaient bien acclimatés à la chaleur d'une part, et puis en plus avec ces vestes de froid, donc tout allait bien. Et la compétition a été annulée parce qu'il y a deux chevaux qui sont morts de la chaleur. Parce qu'eux, pour le coup, ils n'avaient pas de vestes de froid, quoi. Bien sûr. Et pourtant, certains concepteurs ont prévu ces vestes de froid à l'origine pour les chevaux. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à en mettre sur les chevaux. Bon, si on se résume, on se protège au maximum de cette chaleur, on anticipe en amont par une préparation adéquate. Je vous invite à regarder le podcast sur lequel on a été assez précis là-dessus, sur les techniques d'acclimatation. Une fois dans le bouillon,
on fuit au maximum la chaleur, Oui. on la repousse autant que possible, et on a en plus de ça 2 techniques qui sont particulièrement pertinentes aujourd'hui, la veste de froid et les granitas. À peu près 30-40 minutes, et puis granita sur le même temps. Sur le même Voilà, temps. Et donc en sachant que la combinaison des deux, c'est juste détonnant. Il y a une vraie le synergie cocktail entre magique. les deux. Voilà, mais déjà, si vous avez la veste de froid, ça me paraît déjà être une très très bonne solution, y compris finalement pour le tout à chacun qui souffrirait de la chaleur ou le travailleur qui est amené à travailler dans les ambiances chaudes. Alors Chris, il ne sort pas tout ça de son chapeau, vous l'avez compris, ça fait des années qu'il publie à l'INSEP, encore avant ça à l'armée, et maintenant plus dans le privé. Il a travaillé avec la Mouratoglou Academy, mais il a aussi Biscord, son centre de recherche et d'analyse privée. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu ses travaux, qu'il vulgarise très régulièrement, quotidiennement en fait. Oui, quotidiennement. Ouais. Sur LinkedIn et sur Twitter, Osvirtse. Osvirtse sur Twitter, ouais. Osvirtse, donc n'hésitez pas, il est très généreux dans ses contenus, donc suivez-le. Vous savez que tous nos contenus sont gratuits sur ABD Podcast, que ce soit sur le site ou sur toutes les plateformes de streaming habituelles, YouTube pour de la vidéo, Google, iTunes, Deezer, Spotify. Donc vous nous retrouvez gratuitement sur toutes ces plateformes. Sur mon site, vous bénéficiez souvent de versions enrichies avec des accès aux différents articles, d'autres vidéos parfois même. Donc n'hésitez pas à rester au contact, mais surtout à nous soutenir, donc à vous abonner, à partager au maximum. C'est ça qui fait qu'on continue à faire ce qu'on fait gentiment et bénévolement, donc n'hésitez pas. Et puis si vous en voulez plus, il y a des épisodes inédits et toujours plus nombreux sur la plateforme eCampus de transfert, qui est notre partenaire digitalisation. C'est grâce à eux aussi qu'on peut vous fournir ces contenus formidables. Donc suivez tout ça et continuez de nous soutenir. Chris, merci 1000 fois d'être venu nous retrouver, et à très bientôt. Très bien, merci. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.